Vous avez été sur la toile ce week-end, vous avez probablement vu ces images assez incroyables d'un Ka-226. Nous sommes dans le Daghestan, dans le sud de la Russie. Et je ne vous cache pas qu'au début, j'ai presque cru que c'était généré par l'IA. Ce Kamov, on va revenir dessus, arrive rapide avec un fort vario, perd sa queue, remet de la puissance, va mérir quelques mètres plus loin, mais décide tout de même de repartir en vol pour finalement perdre le contrôle complet de son hélicoptère et s'écraser sans vitesse d'avancement à la verticale sur une maison inhabitée à ce moment-là. Et 5 sur les 7 personnes vont mourir, 4 instantanément, une dans les jours qui suivent. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de débriefer ces images, sachant qu'il est peu probable qu'on ait accès au compte-rendu officiel un jour. Jingle. Et juste avant de poursuivre la vidéo, à 18 h ce jour, en ce 10 novembre, commence le V-Day. C'est un live qui va durer, un véritable marathon qui va durer plus de 28 heures jusqu'à demain soir, le 11 novembre. Et c'est organisé par Vétérans de France, que vous connaissez forcément, Vétérans de France, qui va aider nos vétérans, qui va aider les familles des vétérans. N'hésitez pas à aller les suivre, à aller faire un don, à aller les encourager. On vous met le lien juste en dessous. Vous allez retrouver toutes les personnes que vous connaissez si vous suivez nos vétérans qui ont servi la France. Et bon courage à eux. Malheureusement, je monte dans l'avion. Après, je traverse l'Atlantique. Je pourrai pas être avec eux cette année, mais j'espère l'année prochaine. Roger ball. Alors, si vous êtes posé la question, qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère? C'est un Kamov. Vous connaissez les Ka-50, là c'est un Ka-226. Son petit nom autant, c'est Hoodlum, ce qu'on pourrait traduire comme voyou. C'est un bimoteur avec spécificité, une nacelle de mission interchangeable. C'est en service depuis les années 2002 environ, il y en a une soixantaine qui ont été fabriquées. Et le design ne sort pas de nulle part, ça vient du Ka-26, fabriqué dès 1969 avec 2 moteurs à piston de 325 chevaux, qui a été un grand succès avec plus de 816 fabriqués. Après, vous avez eu l'évolution, le Ka-126, avec un seul moteur de 700 chevaux, il y en a eu 17, et là, vous avez donc cette version évolutive, bimoteur, Ka-226, dont vous avez peut-être entendu parler, car c'est eux qui ont gagné la compétition contre le H-125 d'Airbus Hélicoptère pour un contrat de plus de 200 hélicoptères en Inde. Et il devait être fourni avec une motorisation française, accrochez-vous bien, ça faisait le Ka-226T. En 2019, on parlait d'un moteur Safran avec 200 appareils construits, 60 en Russie, 140 en Inde. Les moteurs du côté de Pau, un moteur Arius 2G1 qui permettrait au Ka-226 de monter jusqu'à plus de 7 mm. Sauf que, à cause des sanctions, à cause de problèmes contractuels derrière, ce contrat a capoté et accrochez-vous bien, il semblerait que les Indiens soient en train de relancer le contrat et que ce soit le H-125 français qui va remporter le contrat après avoir initialement perdu face à cet hélicoptère avec sa motorisation Safran. Alors cet hélico, il est fabriqué du côté de Ulan-Ude, on est en Sibérie. Donc là, il ne s'agit pas d'un T avec motorisation Safran, ça a capoté, mais d'un Ka-226. L'armée de l'air russe en a acheté une trentaine, les forces de sécurité environ 6, le reste c'est principalement du privé. Et là, on est sur un hélicoptère qui appartient à une société privée, société qui fabrique des pièces pour l'industrie de défense, notamment des systèmes embarqués pour les avions de combat russes, mais également des systèmes de défense sol-air. Cet hélicoptère appartient donc à l'exploitant KEMZ, qui a son usine électromagnétique à Kizlyar, d'où l'hélicoptère a décollé, avec pour objectif d'aller le long de la Caspienne. La mer Caspienne, je vous le rappelle, qui est une étendue d'eau salée. D'un point de vue statut juridique, c'est un statut très particulier entre le lac et la mer. On est quand même sur quelque chose qui fait 1325 km de long, et par endroit 444 km de large. J'avais moins de 187. C'est bien de l'eau salée. Et à votre avis, quelle est la profondeur? Eh bien, en moyenne 211 mètres, au maximum plus de 1000 mètres.
il y en a de l'eau, hein, et c'est la Volga qui amène plus de 80% du volume d'eau dans la zone. Donc là, ce que vous voyez sur ces images, c'est ce qu'on a réussi à géolocaliser à ce point-là. Et l'hélicoptère décollait donc du côté de l'usine à Kizlyar, voulait rejoindre le grand village juste au sud de Hachissu, et d'après les officiels russes, il aurait eu un incendie en vol qu'on ne voit pas sur les images et aurait essayé à se poser en urgence. Là, j'ai envie de vous dire, c'est du post-lot en termes de qualité de source. À bord, vous aviez quand même le directeur général adjoint de l'usine, son chef ingénieur, d'autres employés, un mécanicien navigant et le pilote. Pour la petite histoire, ce type d'hélicoptère avait été saboté, c'était en juillet 2024, par les Ukrainiens, mais là, ça n'a rien à voir d'après les images. Juste avant de rentrer dans l'analyse de la trajectoire, un petit point quand même sur ces rotors, ces fameux rotors coaxiaux. Pourquoi est-ce que cet hélicoptère arrive à casser sa queue et continue à voler pendant plusieurs secondes? Rappelez-vous par exemple ces images de dépose de forces spéciales, de commando de GIGN. Vous avez, à partir du moment où un hélicoptère qui a son rotor anti-couple à l'arrière qui est détruit, ça se passe très mal. Pourquoi? Parce que à cause de la rotation de l'hélice, vous avez un couple qui se crée. L'objectif des rotors coaxiaux est de contrer ce couple et du coup, vous n'avez plus besoin de rotor anti-couple à l'arrière, ce qui est un peu plus simple et surtout, eh bien, ce qui vous fait gagner normalement également en manœuvrabilité. Vous avez plusieurs grandes familles de rotors contre-rotatifs. Vous avez les coaxiaux, ce qu'on voit par exemple avec le G111 qu'on retrouve au musée de l'air et de l'espace, ou les CAMOF, K50, et là le CAMOF 226, ça fonctionne bien. Encore une fois, c'est pas à cause de ça qu'ils sont allés au tas. Presque envie de vous dire, c'est même plutôt grâce à ça qu'ils auraient eu une opportunité de survivre. En ligne, vous avez du FA223 comme le Draken, qui a été le premier hélico, c'est allemand, hein, produit en série, mais également le premier crash lors d'une mission militaire. Et accrochez-vous bien, c'était en France, lors d'une mission de secours et de sauvetage le 4 décembre 1943 sur le plateau d'Assy du côté du Mont Blanc. En file, vous les connaissez tous, c'est les CH-47, les Chinook. Ils sont contre-rotatifs, pas de rotor de couple. Et sinon, vous avez en V, là ça fait un petit peu peur, comme sur le K-Max, ou alors sur le 282 Colibri, qui avait un moteur BMW. Forcément, c'est allemand. A noter que sur drone, vous avez également du contre-rotatif. Toujours est-il, notre Ka-226, il fait 3,6 tonnes à la masse maximum, il peut faire 600 km, ça vole à 220 km/h comme un bon avion d'aéroclub. 7 personnes à bord, il a décollé, il a déjà volé une petite heure, il est proche de sa zone de posée. Ce que l'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est s'il souhaitait se poser à cet endroit. C'est pas pour rien quand même si on a une personne qui est en train de filmer. En plus, on voit qu'on est du côté de la mer, il y a des hébergements. Ce ne serait pas illogique qu'en fait ça soit son point de posée. Là, on a quand même une version officielle qui nous dit que son point de posée était 10 km plus au sud. On arrive rapide avec du variomètre, avec de la vitesse verticale. On voit qu'il y a cette volonté de tirer sur le manche, de cabrer la machine pour essayer de réduire sa vitesse d'avancement, mais également sa vitesse verticale. Vous n'êtes pas sur un avion, ça ne va pas réagir de la même manière. On entend tout de même le moteur, donc on pourrait dire peut-être qu'il est en panne. Et là, en fait, vous voyez cette espèce de monticule, ça vient taper de la queue. Et si on avait une panne de moteur, si on avait vraiment le gros souci, comme on a pu entendre dans la presse russe, eh bien là, normalement, l'avion s'arrêterait et le pilote ne chercherait pas à repartir. Mais là, ça remet de la puissance, ça remonte, ça va se poser derrière. Et là, encore une fois, deuxième fois, la décision est prise de redécoller et de repartir en vol, initialement vers la mer. Il récupère un petit peu ses petits, le pilote, il va vers la terre et là il perd le contrôle. L'hélicoptère commence à tourner, ça a beau être du contrôle rotatif, il y a forcément eu des dégâts à cause des chocs, plus au niveau de l'arrière, il perd forcément en contrôlabilité, il perd en centre de gravité, il perd en structure tout simplement. Et là derrière, voilà, ça va très mal se passer. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un monde où cet hélicoptère avait peut-être un problème en amont. Pas forcément très probable, mais il faut le garder en tête avant d'analyser, avant de débriefer ces images. Et encore une fois, j'ai peur qu'on n'ait jamais un vrai rapport sur le sujet. En termes de météo, on ne sait pas le vent. Il y a peut-être du vent, mais quand on voit l'état de la mer, ça n'a pas l'air choquant. Mais faire une approche, par exemple, avec du vent arrière pourrait vous amener à avoir trop de vitesse et à vous enfoncer. C'est pour ça qu'on veut toujours être vent de face. On ne voit pas particulièrement d'incendie, malgré les déclarations qui ont été faites dans la presse. Et l'hélicoptère a l'air d'être en parfait état, en tout cas avant le premier impact. Et pour ce qui est du groupe motopropulseur, pour qu'il puisse redécoller, il n'y a pas de doute. Je vous rappelle qu'il y a 2 moteurs, mais pour pouvoir redécoller comme ça, avec cette personne à bord, avec autant de varios, il faut que les deux fonctionnent. Ce qui nous amène directement aux leçons qu'on peut tirer de cette vidéo, qui sont extrêmement intéressantes pour la sécurité.
Le premier, on disait dans l'US Navy, take your bolter like a man. Quand tu dois ponter avec ton avion sur un porte-avions, des fois tu es trop haut, tu es mal axé, tu as ce qu'on pourrait appeler dans l'aviation de ligne ou dans l'aviation légère une approche non stabilisée. Eh bien à ce moment-là, il faut accepter quand ça ne va pas vers l'appontage, quand tu vas louper les brins d'arrêt, accepter que ça ne marche pas et pas essayer de tout casser, de forcer pour essayer de prendre un brin. Donc il faut se dire, eh bien mon approche n'a pas été bonne, j'interromps mon approche, je refais un tour. Si avant de taper, il avait remis la puissance, quelques secondes plus tôt, 5-7 secondes plus tôt, il aurait refait une présentation, il aurait pu se présenter en toute sécurité. Ça nous amène également vers un deuxième point. Pour prendre ce genre de décision, il faut être entraîné et surtout acculturé à accepter de détecter et de reconnaître quand les choses se passent mal. Initialement, dans l'aviation, il y a longtemps, dans l'aviation occidentale, on n'avait pas des fenêtres d'approche. Et donc vous arriviez, c'était une sorte de ressenti pour savoir si on poursuit ou si on ne poursuit pas. Désormais, dans l'aviation de ligne, à 1000 pieds, à 500 pieds avant de se poser, on va comparer les paramètres dont on dispose en termes de vitesse, de checklist, de vitesse de variomètre et comparer tout ça à la base, au standard et se dire est-ce que je suis assez proche de la norme ou pas pour poursuivre. Et le fait d'avoir ces points un petit peu d'arrêt qui vont vous permettre de prendre du recul, de comparer la réalité au standard vers lequel vous devez tendre, vous force à détecter les écarts et si l'écart est trop grand, vous savez que la procédure c'est je refais un tour. Ça c'est de l'entraînement et c'est de la culture. L'autre point, et on est encore sur la culture aéronautique, c'est la gestion des priorités. Quand vous déplacez 6 personnes comme ça, quel est votre objectif ? Votre objectif numéro 1, se doit d'être dans le transport la sécurité des passagers et des gens au sol. Ils sont finis sur une maison. En numéro 2, ça doit être d'arriver dans le respect du timing. Et le numéro 3, voilà, satisfaction de vos clients. Chacun peut décider de ses priorités. Mais normalement, vous avez en 1 la sécurité quand vous faites du transport de personnes comme ça. Cette sécurité est généralement pas compatible avec des arrivées basses à rapides. Pourquoi ? Tout simplement pour les images que l'on vient de voir. C'est beaucoup plus difficile à contrôler. Mais ce qui peut nous amener derrière à ce fameux sentiment, oups, j'ai merdé, j'essaye un petit peu de cacher que j'ai merdé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette volonté de repartir en vol est probablement liée à une mauvaise conscience de la situation en termes de dégâts. Alors moi, je ne suis pas pilote d'hélicoptère, je suis pilote d'avion, mais la légende dit que quand tu es pilote d'hélicoptère, c'est extrêmement dur de connaître l'état de ta queue. La réalité, c'est que sur tout type d'aéronef, on a rarement des caméras dans le cockpit qui nous permettent de voir l'état à l'arrière. Ou alors, vous pouvez dans certains cas avoir des rétroviseurs, mais il est très probable, en tout cas quand on voit la temporalité, il est peu probable que le pilote ait eu le temps d'analyser l'état de sa structure. Donc il est reparti un peu par réflexe, probablement sans avoir conscience de l'état d'endommagement de son aéronef. À partir de là, il y a de grandes chances qu'il y ait ce biais un petit peu de « oups, je vais essayer de cacher un peu mon erreur » ou le refus d'obstacle, refuser d'accepter qu'on a tapé très fort et qu'on a probablement endommagé l'avion. C'est pour ça que je le lis directement à l'entraînement, un bon entraînement. Vous avez été formé à si quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous arrêtez les frais tout de suite. Vous essayez pas de gratter un petit peu de temps. Ce qu'on a vu également dans le cas du crash du Pakistan International Airlines où ils se sont posés sans le train, ils ont écrasé les 2 moteurs, ils sont repartis en vol. Finalement, les moteurs ont lâché quelques dizaines de secondes plus tard et tout le monde est décédé. S'ils avaient accepté leur posée sans train sur les nacelles, qu'ils avaient réduit la puissance, qu'ils n'étaient pas repartis en vol, tout le monde serait vivant aujourd'hui. Donc l'acceptation de votre erreur, surtout quand c'est du facteur humain, est extrêmement dure et doit être combattue par des bons standards, par des points en amont de vérification, mais également par une formation qui vous pousse vers de la culture juste, qui vous pousse vers l'acceptation de vos erreurs, plutôt qu'essayer de se mentir à soi-même, ce qui peut amener à des accidents tragiques. Le dernier petit point sur lequel on pourrait se poser la question, c'est quelle était l'intégrité du contrôle de l'hélicoptère après ce choc initial. Mais là, je ne sais pas si on aura la réponse un jour. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le pilote a eu 2 opportunités de réduire la puissance et de s'arrêter. Et si sur le premier coup, vous me dites qu'il y a un problème au niveau du moteur qui s'emballe, sur le deuxième coup, lors de l'amérissage, si vous avez besoin de couper, vous pouvez toujours faire du fuel cut-off, couper l'arrivée de carburant au niveau de vos moteurs, ça a tendance à le calmer. Le dernier point, ce sera la transition avec la vidéo qu'on va vous proposer demain sur le crash au décollage d'un 707 aux États-Unis, dont le moteur intérieur gauche s'est arraché et a endommagé l'extérieur gauche. Forcément, ça vous fait penser au MD-11, flotte qui d'ailleurs est actuellement à l'arrêt. Les Américains ont décidé d'arrêter la flotte pour faire des inspections au niveau des accroches de réacteurs. Et ce qui est très intéressant dans le crash que l'on va étudier demain, eh bien, c'est que le commandant de bord a décidé de
poser l'avion en urgence, de crasher l'avion si vous souhaitez. Et ça, en Amérique du Nord, on a cette phrase « Let it crash on your own terms », c'est-à-dire que tu vas prendre un avion et à un moment tu vois que tu ne peux plus le piloter, ton hélicoptère n'est plus pilotable, tu vas le laisser s'écraser mais avec tes termes. C'est toi qui vas décider la manière dont il va s'écraser. Et s'il y a une chose à retenir sur ce crash de K226, c'est que le pilote a refusé de le laisser s'écraser alors qu'il avait mission effectuée dans l'eau, il a décidé de repartir. Et ça, c'est un biais, c'est une leçon extrêmement intéressante. Il faut accepter à un moment que ça ne se passe pas comme prévu, poser l'avion, arrêter les dégâts. Et ça, généralement, c'est pas dans les checklists, mais ça va être dans la culture aéronautique et dans le training. Je vous dis à très vite, peut-être dans vos entreprises pour parler justement sécurité. Et d'ici là, fly safe.